Après l'aventure de mon mari avec ma sœur, j'ai perdu mon travail, ma maison, mes enfants. Tu mourras pauvre et seul, m'a-t-il envoyé par texto. En emménageant dans un box de stockage, j'ai trouvé une mallette verrouillée avec mon nom dessus. À l'intérieur, il avait 49 000 $ en espèces et un mot, ceci est juste de l'argent pour le voyage. La vraie fortune attend à ses coordonnées. Quand je suis arrivé, ce que j'ai vu m'a tout fait comprendre. Je vivais dans un box de stockage de 1,5 par 3 mètres, je mangeais de la soupe froide directement à la boîte, lorsque j'ai trouvé la mallette portant mon nom. 6 mois plus tôt, j'avais un mari, 2 enfants, une maison remplie de rires, et un travail que j'adorais. Puis, ma sœur a tout pris. Mon mari, ma carrière, et même mes enfants. Elle a appelé ça le destin. Lui, une promotion. Moi, j'ai appelé ça le jour où j'ai cessé de croire en la famille. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto de mon ex-mari, tu mourras pauvre et seul. J'ai failli le croire, jusqu'à ce que je force la serrure de cette mallette, et que je vois les liasses de billets et une lettre de mon oncle décédé. Ceci n'est que de l'argent pour le voyage. La vraie fortune t'attend à ses coordonnées. Ce que j'ai trouvé à ses coordonnées n'a pas seulement changé ma vie. Cela a changé tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la trahison, et les liens du sang. Je m'appelle Émilie Hartmann, et il y a 6 mois, ma vie semblait parfaite de l'extérieur. J'étais marié à Ethan, un charmant chef de projet, avec un sourire qui inspirait trop facilement confiance. Nous avions 2 magnifiques enfants, Liam, 14 ans, qui adorait le football, et Sophie, 10 ans, qui dormait encore avec son lapin en peluche. Nous vivions dans une confortable maison à 2 étages à Riverbank, dans l'Oregon, avec des volets bleus et une balancelle qu'Ethan avait construite lui-même. Je travaillais comme conceptrice senior chez Riverbank Architecture, une agence que j'avais contribué à développer depuis ses débuts. Ironiquement, ma sœur cadette, Chloé, y travaillait aussi. Tout le monde l'admirait, elle qui était si sûre d'elle, l'âme du bureau. Je pensais que nous formions une équipe, 2 sœurs contre le monde entier, jusqu'à ce jeudi-là. C'était en fin d'après-midi, quand un email anonyme est arrivé dans ma boîte de réception, avec pour objet, vous méritez de savoir. En pièce jointe, une seule photo, Ethan et Chloé s'embrassant sur le parking, derrière notre bureau. Mon estomac s'est retourné. Ma première pensée a été, ça doit être un montage. Ma seconde, pourquoi l'arrière-plan me semble-t-il si familier? J'ai quitté mon bureau en tremblant. Quand je suis arrivé à la maison, j'avais l'impression que ma poitrine était remplie d'éclats de verre. Ethan était dans la cuisine, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Ethan, ai-je murmuré, en lui montrant mon téléphone. Qu'est-ce que c'est? Il a jeté un œil à la photo, a soupiré, puis a posé son téléphone. Émilie, ne fais pas de scène. Une scène, ai-je dit, la voix brisée. C'est ma sœur. Il s'est frotté les tempes, comme si le problème venait de moi. Tu étais toujours si occupée, si distante. Chloé, elle, me comprend. Ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. Je suis resté là, figé, pendant que chaque souvenir de dîner de famille, de vacances, et de rire partagé s'effondrait sur lui-même. Quand Chloé est arrivée au bureau le lendemain, elle n'avait même pas l'air d'avoir honte. Elle est entrée avec une nouvelle coupe de cheveux, la main sur le bras d'Ethan. Le lundi, mon patron m'a convoqué. Nous avons décidé de prendre une nouvelle direction, a-t-il dit doucement. Chloé va reprendre votre poste. Ce n'était pas une nouvelle direction. C'était un exil. En quelques semaines, Ethan a demandé le divorce. Il a utilisé tous les mensonges possibles, que j'étais instable, négligente, obsédée par mon travail. Il a eu la maison, la garde des enfants, et ma sœur, souriante à ses côtés au tribunal. Le soir où les papiers ont été finalisés, je me tenais sous la pluie, devant le palais de justice, agrippant un parapluie qui refusait de s'ouvrir. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Ethan, tu mourras pauvre et seul. Chloé est déjà une meilleure mère pour nos enfants que tu ne l'as jamais été. Ce fut le moment où quelque chose en moi s'est brisé, silencieusement, complètement. Pourtant, à cet instant, je ne le savais pas encore. Mais le moment où j'ai tout perdu, fut aussi le moment où ma véritable histoire a commencé. Après ce texto, j'ai cessé de me sentir comme une personne. J'étais une ombre hantant ma propre vie, un fantôme debout devant la fenêtre d'une famille qui, autrefois, était la mienne. Ethan et Chloé ont emménagé dans notre maison.
Les enfants sont restés avec eux. Les photos de football de Liam ont recommencé à apparaître en ligne, sauf qu'Ethan était dessus maintenant, souriant comme si rien ne s'était passé. Sophie semblait plus petite, plus silencieuse. Quand j'appelais, Chloé répondait et disait calmement « Ils vont bien, Émilie. Il vaut peut-être mieux que tu leur laisses de l'espace. » Laisser de l'espace à leur propre mère. En quelques semaines, mes économies ont disparu en frais d'avocat et en un loyer que je ne pouvais pas payer. Puis j'ai reçu la lettre. Mon indemnité de licenciement était revue à la baisse, pour faute professionnelle. Il disait que j'avais accédé à des fichiers confidentiels de l'entreprise. Chloé s'en était assurée. Je me souviens m'être tenu dans l'épicerie ce jour-là, tenant une brique de lait, en réalisant que ma carte de débit serait refusée. Le monde a tourné, et j'ai dû m'agripper au chariot pour tenir debout. Je suis sorti les mains vides. À la fin du mois, je dormais dans ma voiture, derrière un restaurant fermé, utilisant les toilettes pour me laver le visage. Quand le propriétaire m'a surprise un matin, il m'a dit gentiment, il y a un endroit près de l'autoroute. Les box de stockage. C'est calme, et pas cher. C'est comme ça que j'ai atterri là, dans le box 32B. 3 mètres de long, 1,5 mètre de large, juste assez pour un lit de camp, une lanterne, et 2 cartons de vêtements. Les murs sentaient le métal et le vieux tabac froid. J'utilisais un réchaud de camping pour chauffer de la soupe, et je captais le Wi-Fi de la station-service de l'autre côté de la rue. Chaque nuit, je m'endormais au son de la pluie tapant sur le toit mince, murmurant que ce serait tout ce que je serais jamais, une femme oubliée par sa propre famille. Mais ensuite, cette nuit est arrivée. J'avais vendu mon alliance pour $40 chez un prêteur sur gage, et j'en avais utilisé la moitié pour mettre de l'essence dans ma petite voiture. Quand je suis revenu au box, le faisceau de ma lampe de poche a capté quelque chose derrière une chaise cassée, un éclat de cuir marron, une vieille mallette couverte de poussière, à la poignée fissurée. Je l'ai sortie et j'ai failli la laisser tomber quand j'ai vu l'étiquette à bagages, Émilie J. Hartman. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais jamais rien possédé de tel. La serrure était ancienne, avec un code à 3 chiffres. J'ai essayé 101, ma date de naissance, la date de notre mariage. Rien n'a fonctionné. Je l'ai mise de côté, m'enroulant dans une couverture, mais le sommeil ne venait pas. Le silence m'oppressait, lourd comme la culpabilité. Dehors, le vent hurlait à travers les interstices de la porte en métal. Finalement, vers 2 heures du matin, je me suis redressé, j'ai attrapé mon tournevis, et j'ai murmuré, « Tu as tout pris, Ethan. » Mais peut-être pas ça. La serrure s'est ouverte avec un déclic métallique. À l'intérieur, quelque chose brillait à la faible lueur de la lanterne, des liasses de billets de $100 tout neufs, et une note jaunie, soigneusement pliée sur le dessus. Cette nuit-là, dans un box de stockage froid au milieu de nulle part, j'ai appris que parfois, l'univers ne chuchote pas. Parfois, il vous laisse un message et vous met au défi de le suivre. Mes mains tremblaient si fort que le papier a failli se déchirer entre mes doigts. L'écriture était tordue, mais familière, avec des boucles qui penchaient trop à droite, comme si l'auteur était pressé. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Émilie, commençait la note. Si tu lis ceci, c'est que tu as tout perdu. Bien. Ce n'est que lorsque les mensonges sont balayés que l'on peut voir la vérité. L'argent dans cette mallette est pour le voyage. La vraie fortune, et la vérité sur la mort de ton père, t'attendent à ses coordonnées, dans le Montana. En bas, à l'encre pâlie, une signature, Oncle Raymond. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Oncle Raymond était le frère aîné de mon père, un vétéran de guerre revenu du Vietnam à moitié brisé, paranoïaque et distant. Quand j'étais petite, il venait à Thanksgiving, marmonnant à propos de « loup en costume » et avertissant mon père de « surveiller ses arrières ». Après l'accident de mon père à la Syrie, Raymond a disparu dans les montagnes. Tout le monde disait qu'il était devenu fou. Avant, je les croyais. Maintenant, assise là, dans la lueur tamisée de ma lanterne, je n'en étais plus si sûr. J'ai déplié le reste du papier. Des coordonnées étaient griffonnées en bas, 47.0916 degrés nord, 113.9948 degrés ouest. Timberwolf Trail, Montana. Le Montana, à presque 1600 km de là. J'ai ri amèrement. Bien sûr, oncle Raymond, juste une petite virée en voiture, ai-je marmonné. Mais quelque chose dans cette phrase, la vérité sur la mort de ton père, me brûlait la poitrine. La mort de mon père n'avait jamais eu de sens.
Le rapport d'accident de la Syrie était plein de failles. Mais chaque fois que je posais des questions en grandissant, maman devenait pâle et chuchotait, « Laisse les morts reposer en paix, Émilie. » Maintenant, je me demandais si elle avait eu peur. J'ai compté l'argent. 49 000 $, en liasses bien nettes, scellées avec des bandes de papier d'une banque locale. Ce n'était pas de l'argent sale. Les billets étaient trop neufs, trop bien rangés. La note n'était pas une blague. C'était réel. J'ai passé le reste de la nuit à arpenter le sol étroit du box, serrant la lettre comme une bouée de sauvetage. Que voulait-il dire par fortune? Raymond avait-il de l'argent? Ou était-ce autre chose? Des preuves, peut-être? Quand l'aube s'est glissée à travers les lattes de métal, j'ai pris ma décision. J'ai vendu mes derniers bijoux, j'ai fait un sac avec des vêtements, une lampe de poche, et une carte routière. J'ai acheté une vieille Ford Escape à un homme qui n'a pas posé de questions. En faisant le plein d'essence, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Des yeux creux, la peau pâle. Mais derrière cela, quelque chose de nouveau. Une lueur que je n'avais pas vue depuis des mois. L'espoir. Avant de m'engager sur l'autoroute, j'ai jeté un dernier regard au terrain de stockage, mon cocon de béton. Adieu, le fond du trou, ai-je murmuré. Il est temps de découvrir ce que tu cachais. Puis, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai roulé vers la seule chose qui me restait et qui avait un sens, la vérité. Le trajet de l'Oregon au Montana, c'était comme traverser les vestiges de mon ancienne vie. Chaque borne kilométrique était un adieu à Ethan, à Chloé, à la femme qui croyait autrefois que l'amour signifiait la sécurité. Je suis parti avant le lever du soleil, les 49 000 $ scellés dans un sac en plastique sous le siège passager. Chaque fois que je heurtais une bosse, la mallette cliquetait comme si elle était vivante, me chuchotant, « Continue ». Le café des stations-service est devenu mon petit déjeuner. Les motels, la gentillesse d'inconnus. J'ai traversé des forêts de pins sans fin, des villes saupoudrées de neige, et des routes si vides que les grésillements de la radio me tenaient compagnie. La nuit, quand la route se fondait dans l'obscurité, je me surprenais à imaginer mes enfants. Le rire de Liam. La voix endormie de Sophie disant « Bonne nuit, maman ». Puis, je me souvenais de Chloé brossant les cheveux de Sophie comme je le faisais avant, et ma prise sur le volant se resserrait jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le troisième jour, l'air avait changé. Plus fin, plus froid, plus sauvage. Le signal GPS a lâché juste à l'extérieur du comté de Flathead. L'écran affichait « Aucun service ». Comme pour m'avertir, à partir de maintenant, tu es seul. Les coordonnées menaient à un chemin de terre, caché derrière un enchevêtrement d'épicéas. Timberwolf Trail. Le nom de la lettre. Je m'y suis engagé lentement. La route ressemblait plus à une cicatrice à travers la forêt, inégale et étroite, les pneus crissant sur le sol gelé. Après environ 1 kilomètre, je l'ai vu, un portail rouge rouillé, suspendu de travers à ses gonds. Un panneau délavé, propriété privée, se balançait au vent. Mon cœur battait la chamade. Je suis sorti de la voiture, la neige craquant sous mes bottes, et j'ai essayé la clé qui avait été collée sous la mallette. Elle rentrait. Le portail a grincé, un son comme le gémissement de quelque chose d'ancien qui se réveille. Au-delà, le monde est devenu silencieux. Pas de voiture, pas de vent, juste le murmure de la neige tombant des branches. J'ai suivi le chemin à pied, mon souffle formant un nuage devant moi. Les bois se sont refermés, avalant la faible lumière. Puis, comme l'indiquait la note, je l'ai trouvé, un rocher massif, déchiqueté et gris, ayant la forme indubitable d'une tête d'ours regardant le ciel. Derrière lui, à moitié enfoui dans la neige, se tenait un chalet. Pas une vieille cabane, mais une structure solide et moderne, avec des volets métalliques, des panneaux solaires sur le toit, et un générateur qui bourdonnait encore faiblement. Pendant un long moment, je suis resté là à regarder, mon pouls martelant dans mes oreilles. « Oncle Raymond » ai-je murmuré. « Mais qu'est-ce que tu fabriquais ici ?» J'ai monté les marches, mes doigts tremblants en tendant la main vers la poignée. Elle était froide, trop froide. Je l'ai tournée. La porte s'est ouverte facilement, avec un déclic, comme si elle m'avait attendu. Et quand je suis entré, j'ai su que je n'avais pas seulement trouvé un chalet. J'étais entré tout droit dans un secret que ma famille enterrait depuis des décennies. L'air à l'intérieur du chalet était vif, sec, et sentait légèrement la poussière et l'huile, comme un endroit scellé depuis trop longtemps. J'ai allumé ma lampe de poche, et le faisceau a frappé un mur couvert de photographies,
de coupures de journaux, et de notes manuscrites. Des fils de laine rouge reliaient des visages, des noms, des dates. J'ai eu le souffle coupé. On aurait dit une scène de cauchemar d'un détective, ou l'obsession d'un génie. Au centre, il y avait une photo de mon père, James Hartman, serrant la main d'un autre homme devant une scierie. La légende, écrite de la main familière de l'oncle Raymond, disait « Accord de partenariat, 1987 ». James Hartman et Richard Caldwell. Richard Caldwell, le père d'Ethan. Cette vision m'a retourné l'estomac. Mon père était mort dans un accident à la scierie cette même année. Le même homme qui se tenait souriant à ses côtés sur la photo a ensuite bâti Caldwell Industries, l'entreprise qui possédait la moitié de la ville. J'ai déplacé la lampe de poche, suivant le fil rouge. Il menait à un dossier épinglé sous une autre note, ils l'ont tué pour les droits. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert le dossier et j'ai trouvé des copies de rapports de police, de registres d'entretien, et de formulaires d'assurance. Selon les documents, mon père avait refusé de vendre sa part des droits miniers sous le terrain de la scierie. La veille de sa mort, il avait signé des papiers protégeant sa propriété et nommant Raymond comme témoin. Le lendemain matin, l'accident s'est produit. Une chargeuse défectueuse l'a écrasé sur le coup. Mais les notes de Raymond racontaient une autre histoire. Chargeuse entretenue 24 heures plus tôt. Système de sécurité saboté. Police d'assurance augmentée par Caldwell Sir 3 mois auparavant. J'ai dégluti difficilement. Oh mon Dieu, papa. Sur le mur opposé, une autre section était intitulée « C'est Hartman ». Mes mains tremblaient en la parcourant. Des photos de Chloé, ma sœur, datant de plusieurs années. Une d'elles à 17 ans, devant un café avec Richard Caldwell. Une autre à 20 ans, signant quelque chose, un chèque de Caldwell Enterprises. Niché entre les photos, un petit magnétophone. L'étiquette indiquait « Riverside Motel, 2011 ». J'ai appuyé sur lecture. Des grésillements. Puis, la voix de Chloé, elle me fait entièrement confiance. Ethan est déjà en train de tomber amoureux de moi. Une autre voix, plus profonde, plus âgée, celle de Richard Caldwell, bien. Une fois qu'elle sera hors jeu, Ethan héritera par le mariage. Et nous posséderons les droits miniers à travers les enfants. Fais en sorte qu'elle reste docile. Mes genoux ont fléchi. Le magnétophone m'est tombé des mains. Chloé ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait été entraînée à le faire, préparée par le père d'Ethan pour détruire notre famille. Pour s'assurer la fortune que mon père était mort en protégeant. J'ai titubé jusqu'au bureau, m'agrippant au bord pour rester debout. C'est alors que j'ai vu une enveloppe scellée, avec une étiquette nette, instruction finale pour Émilie seulement. À l'intérieur se trouvait un document juridique, le testament de l'oncle Raymond. Il me léguait tout. Ses terres, ses comptes, et autre chose. La propriété des droits miniers Hartman. Valeur estimée, plus de 80 millions de dollars. Les larmes ont brouillé ma vision. Toutes ces années, on m'avait dit que j'étais faible, naïve, brisée. Mais mon oncle avait connu la vérité. Il m'avait préparé, attendant que je trouve cet endroit. Et maintenant, je comprenais enfin ce qu'il voulait dire dans sa lettre. Quand les mensonges sont balayés, tu verras qui sont vraiment les loups. Ma sœur, mon mari, leur famille. Ils n'avaient pas seulement volé ma vie. Ils avaient bâti leur empire sur la tombe de mon père. Pendant des heures, je suis restée assise dans le chalet, entourée de papiers qui redéfinissaient tout ce que je croyais savoir de ma vie. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres, comme s'il portait les fantômes de tous ceux qui avaient gardé le silence. Sur le bureau, il y avait des boîtes pleines d'enregistrements étiquetés, de relevés bancaires, et de clés USB, des années de preuves. Oncle Raymond avait tout documenté. Des paiements de Caldwell Industries à des juges, des comptes cachés aux îles Caïmans, même des emails entre Ethan et Chloé, le plus ancien datant de plusieurs mois avant que je ne soupçonne quoi que ce soit. Mes mains tremblaient en parcourant l'une des notes tapées de Raymond. S'ils te détruisent, cela signifie que tu es proche de la vérité. Ne fuis pas, expose-les. J'avais envie de crier. J'avais envie de déchirer chaque document, de les jeter dans la neige, et de tout oublier. Mais j'ai alors vu une photo, une qui m'a glacé sur place. Moi, à mon mariage, radieuse et souriante. Derrière moi, dans la foule, se trouvait Richard Caldwell. Comment n'avais-je jamais remarqué? Il avait été là tout ce temps, observant mon mariage, ma carrière, même ma famille,
toutes les pièces d'un puzzle qui se terminait ici, dans ce chalet gelé. Je me suis laissé tomber sur la chaise, la tête entre les mains. Pendant un long moment, je suis resté assise, à écouter le bourdonnement du générateur. Quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai vu une autre enveloppe collée sous le bureau. Dessus, mon oncle avait écrit d'une main tremblante, « Ton choix définit tout ». À l'intérieur, il y avait deux choses, une clé USB et une lettre d'une seule page. La lettre disait, « Émilie, je n'ai pas pu sauver ton père, mais je peux te donner la chance de te sauver toi-même. » Cette clé USB contient tous les dossiers de ce qu'ils ont fait, assez pour faire tomber les Caldwell et leurs alliés. Tu peux prendre l'argent et disparaître. Recommencer à zéro. Personne ne t'en voudrait. Ou tu peux finir ce que j'ai commencé. Mais comprends bien, la vérité te coûtera la paix avant de te libérer. Je fixais la clé USB dans ma paume, petite et d'apparence inoffensive. Pourtant, elle portait 40 ans de secrets, de sang, de trahison, et de cupidité. Que allais-je bien pouvoir faire? Entrer dans un poste de police? Appeler le FBI? Ils avaient le pouvoir, des avocats, des amis partout. Ils m'avaient déjà pris mes enfants. Et si je m'en prenais à eux, ils reviendraient me chercher. Mais je me suis souvenu de la voix de Liam quand il avait 5 ans, tirant sur ma manche à l'heure du coucher. « Maman, papa dit que les méchants se font toujours attraper. » Ma gorge s'est serrée. Oui, ai-je chuchoté dans la pièce vide. C'est vrai. J'ai rangé chaque dossier, chaque clé, chaque cassette dans un sac de sport. La neige avait cessé de tomber dehors, et le ciel se teintait de nuances de gris et de rose. L'aube. En fermant la porte du chalet à clé derrière moi, j'ai jeté un dernier regard en arrière, non pas comme un adieu, mais comme une promesse. Oncle Raymond, ai-je murmuré. Tu n'as pas vécu assez longtemps pour finir ça, mais moi, je le ferai. Puis, je suis monté dans la voiture, j'ai posé la clé USB sur le siège passager à côté de la mallette, et j'ai démarré le moteur. Au moment où j'ai de nouveau capté un réseau, je savais exactement qui appeler. Bureau du FBI, Seattle, ai-je dit. J'ai des preuves d'une dissimulation qui dure depuis 30 ans, et je suis prêt à parler. Il a fallu près de 5 mois pour que tout s'effondre. 5 mois d'appels téléphoniques, d'entretiens, et de nuits où je dormais à peine. Le FBI m'a confié à l'agente Patricia Nolly, une femme aux yeux gris perçants et à la patience d'un chirurgien. Au début, elle ne me croyait pas. Elle avait probablement entendu une centaine d'histoires comme la mienne, des gens désespérés poursuivant des complots pour justifier leur douleur. Mais je lui ai ensuite remis les dossiers de l'oncle Raymond, la clé USB, et la cassette, celle avec la voix de Chloé. Le lendemain, elle m'a rappelé, la voix basse et pressante. « Émilie, c'est plus gros que nous ne le pensions. Vous devez rester discrète pour le moment. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté invisible, une femme que personne ne remarquait dans un motel bon marché près de l'autoroute 2, vivant de plats à emporter et de cauchemars. Chaque semaine, l'agente Nolly me tenait au courant par de brefs appels prudents. Nous avons retracé les comptes. Nous avons réclamé les anciens dossiers d'assurance. Nous approchons du but. Puis un matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone vibrant sur la table. C'est en train de se produire, a dit Nolly. Restez où vous êtes. Allumez les informations. Sur l'écran, j'ai vu l'impossible. Ethan Caldwell, mon ex-mari, emmené menotté hors d'un country club. Les flashs des appareils photo, les journalistes criant son nom. Derrière lui, Richard Caldwell, pâle et furieux, se cachant le visage, et Chloé, ma sœur, se couvrant la tête avec une veste tandis que des agents l'escortaient dans un SUV noir. Le bandeau en bas de l'écran indiquait « Le FBI perquisitionne Caldwell Industries dans le cadre d'une enquête pour fraude DE 80 millions DE$ et dissimulation DE meurtre ». Mes mains sont devenues engourdies. Je me suis effondré sur le sol, riant et pleurant en même temps. Pendant des années, il m'avait tout pris, ma famille, mon travail, mes enfants, ma dignité, et maintenant, il faisait enfin face à la lumière. Mais la vraie tempête n'avait même pas encore commencé. 2 semaines plus tard, j'ai été cité à comparaître. Le procès s'est tenu au tribunal fédéral de Seattle, bondé de journalistes, de caméras, et de trop de visages curieux. Quand je suis entré dans cette salle d'audience, j'ai eu l'impression que chaque pas était une bataille entre mon ancien moi et la femme que j'étais devenue. Ethan était assis à la table de la défense, portant un costume coûteux, paraissant plus petit que dans mon souvenir.
Son regard a croisé le mien une fraction de seconde, puis s'est détourné. Chloé était assise à côté de lui, les poignets tremblants, le mascara coulé. Lorsque le procureur a appelé mon nom, je suis monté à la barre. Veuillez décliner votre identité. Émilie Hartmann. Mademoiselle Hartmann, quel est votre lien avec les accusés? Ils sont ma famille, ai-je dit doucement. Où ils l'étaient. Je leur ai tout raconté. La liaison, le travail, le box de stockage, la mallette, le chalet, chaque mensonge, chaque pot de vin, chaque voix sur ces enregistrements. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement des stylos. Quand ils ont passé la cassette, la voix de Chloé disant « Elle me fait entièrement confiance », j'ai entendu quelqu'un halter au fond. Chloé s'est couvert le visage. Ethan l'a foudroyé du regard, la mâchoire serrée. L'empire de tromperie qu'ils avaient bâti se fissurait, là, en public. À un moment donné, l'avocat d'Ethan a essayé de me faire passer pour instable. « Mademoiselle Hartmann, vous avez vécu dans un box de stockage, n'est-ce pas ?» « Oui, ai-je répondu, parce que votre client m'a tout pris, et maintenant, il va devoir en répondre. » Les visages des jurés se sont durcis après ça. Le verdict est tombé 4 jours plus tard. Ethan Caldwell, 18 ans pour fraude, complot et obstruction à la justice. Chloé Hartmann, 12 ans pour parjure et complicité de dissimulation. Richard Caldwell, en attente de son procès, est décédé en détention avant sa condamnation. Quand le marteau est tombé, la salle d'audience a expiré. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise, les mains jointes, ressentant quelque chose de plus profond que la victoire, la libération. Après, Chloé a demandé à me voir. Contre toute attente, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de détention, séparée par une vitre. Elle paraissait plus petite, les cheveux attachés, les yeux vides. « Tu n'étais jamais censé le découvrir », a-t-elle murmuré. « Tu as toujours dit que j'étais trop naïve », ai-je répondu. Je suppose que j'ai fini par apprendre. Ethan, il a fait des promesses. Il a dit que nous serions riches. Il a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit la même chose, un jour. Elle a pleuré alors, des larmes silencieuses, honteuses. Pour la première fois, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit doucement. Tu étais ma sœur. Je sais, a-t-elle sangloté. Et c'est ce qui rend les choses pires. Quand je suis sorti de cette pièce, l'air semblait plus léger. Dehors, le ciel était d'un gris pâle, la neige commençait à tomber, la même que celle qui avait recouvert le chalet le jour où je l'ai trouvé. J'ai incliné la tête en arrière, laissant les flocons piquer mon visage. Pour la première fois depuis des années, je ne fuyais pas. La justice avait enfin frappé à la porte, non pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Et en m'éloignant de ce palais de justice, j'ai réalisé quelque chose que l'oncle Raymond avait toujours su. On n'a pas besoin de détruire les gens qui vous ont brisé. Parfois, il suffit de survivre assez longtemps pour les regarder affronter la vérité. 6 mois après le verdict, je me suis réveillé au son des oiseaux devant ma nouvelle fenêtre. De vrais oiseaux, pas les échos étouffés de la circulation ou le cliquetis métallique d'une porte de boxe. J'avais acheté une petite ferme près de Portland, avec des volets blancs, un jardin envahi de marguerites sauvages, et juste assez de calme pour enfin m'entendre penser. Le premier matin, je me suis assise sur le porche avec une tasse de café et j'ai regardé le lever du soleil. Ce n'était pas luxueux. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à moi. Le FBI m'avait viré le reste de la succession de l'oncle Raymond, les comptes, les parts de terrain, les droits miniers, tout ce qu'il avait caché pendant des décennies. 80 millions de dollars. Un chiffre qui, autrefois, aurait semblé être un fantasme. Maintenant, cela ressemblait simplement à une responsabilité. Je n'ai pas acheté le luxe. J'ai acheté la liberté. J'ai créé une petite fondation au nom de Raymond, le Hartmann Hope Fund, pour aider les femmes à reconstruire leur vie après une trahison, des abus, ou une ruine financière. Chaque histoire qui passait nos portes me rappelait cette nuit froide dans le box de stockage, et comment, parfois, tout perdre est le seul moyen de recommencer. Liam et Sophie viennent me voir tous les week-ends. La première fois qu'ils sont venus, ils se sont tenus maladroitement sur le porche, ne sachant pas s'ils devaient courir dans mes bras ou garder leur distance. Je me suis agenouillé, j'ai souri à travers mes larmes, et j'ai dit, vous pourrez toujours rentrer à la maison avec moi, peu importe ce qu'on vous a dit.
Sophie a été la première à bouger. Elle m'a serré si fort que j'avais à peine à respirer. Liam m'a suivi, silencieux, hésitant. Mais quand ses bras m'ont entouré, les années de silence entre nous se sont finalement brisées. Nous avons passé l'après-midi à faire des biscuits, à rire de mes tentatives ratées, et à regarder de vieux dessins animés ensemble. Ce soir-là, Sophie s'est endormie sur le canapé, la tête sur mes genoux. Liam a levé les yeux de son téléphone et a dit doucement, « Maman, je suis fier de toi. » J'ai failli m'effondrer sur place. Parfois, je passe en voiture devant l'ancien entrepôt de stockage. Mon box, le 32B, est toujours là. Je continue de payer les 89 $ par mois, même s'il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est mon rappel. Ma cicatrice transformée en sanctuaire. C'est là que l'ancienne moi est morte. La femme qui pensait que l'amour devait faire mal. Que le silence était la sécurité. Et que la famille signifiait la loyauté à tout prix. Oncle Raymond avait raison. La vérité m'a coûté la paix avant de me libérer. Mais la liberté, la vraie liberté, vaut chaque cicatrice. Maintenant, quand les gens me posent des questions sur mon histoire, je leur dis ceci, j'ai perdu un mari, une sœur, et presque ma santé mentale. Mais j'ai gagné quelque chose qu'aucune trahison ne peut voler, la clarté, un but, et 2 enfants qui savent que leur mère n'a jamais abandonné. Je m'appelle Émilie Hartmann. J'ai été laissée pour morte par les personnes que j'aimais le plus. Mais je me suis relevée, non pour chercher la vengeance, mais pour reconstruire. Parce que parfois, les cendres de votre ancienne vie ne sont pas du tout des ruines. Elles sont le terreau où votre nouvelle vie commence. Et assise sur ce porche, regardant le lever du soleil déverser son or sur les champs, je murmure les mots que l'oncle Raymond a écrits un jour, les mots qui m'ont sauvé. La vérité n'est pas facile, mais c'est la liberté. Et la liberté, c'est tout.